Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Quand on parle d'hypercroissance, on voit souvent les paillettes, les revues de presse et puis tous les côtés un petit peu sexy de l'aventure. Mais c'est une aventure qui est aussi super exigeante pour les marketeurs, même si elle est très formatrice. Pour voir un petit peu justement l'envers du décor, les bons côtés et puis les côtés un petit peu moins roses, je suis aujourd'hui avec un marketeur qui est passé par là, Chris Demarle, directeur marketing acquisition chez Lucas, qui va nous partager justement un petit peu son retour d'expérience sur le sujet. Bonjour Chris. Salut Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que déjà, moi, j'adore ce que vous faites chez Lucas. J'ai toujours beaucoup regardé un petit peu ce que vous faisiez côté market sur la boîte et du coup, je suis ravi de t'avoir sur le podcast. Mais merci, plaisir est partagé. Est-ce que tu peux te présenter peut-être en quelques mots, s'il te plaît, pour démarrer? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis directeur marketing chez Lucas et je suis en charge de l'acquisition. Je suis également associé de l'entreprise. Donc, Lucas, que tu sembles connaître, est un éditeur de logiciels en ressources humaines et on cible les fonctions RH, PME, ETI et aussi quelques grandes entreprises. Et donc, moi, je suis en charge de tout ce qui est les canaux que doivent connaître tes auditeurs, tout ce qui est SEO, ads, inbound, médiatisation et aussi du marketing client. Donc tout ça dans 3 pays, en France, en Espagne et en Suisse, et on va bientôt ouvrir en Allemagne. Donc voilà, moi je manage 13 personnes et si j'aime bien partager quelques chiffres pour mettre un peu en perspective et je sais que ça permet aussi de pas mal aiguiller quand on est marketeur. En 2023, on avait un budget de 1,4 million d'euros. Ouais. Et on avait ce ratio, bien pour 1 euro dépensé en marketing, il fallait rendre 3,5 euros en ARR, donc en abonnement. Donc voilà, donc je suis très drivé par les chiffres. Et ouais, effectivement, ça fait bon. Après, il s'en est passé des choses pour en arriver là, et puis tu reviendras dessus. Est-ce que tu peux peut-être aussi revenir un petit peu du coup sur ton parcours, parce que c'est toujours un peu sympa de revenir sur les aspects aussi carrière, de voir comment ça se construit. On en parle pas mal, enfin en tout cas, on en parle de plus en plus aussi sur le podcast, donc j'aime bien revenir là-dessus. Avec plaisir et puis surtout que j'ai un parcours un petit peu atypique parce que moi j'étais voilà, j'ai une passion pour les chiffres. Je suis diplômé déjà d'une école de commerce avec un master en banque et en finance. Ok. Donc moi j'ai une première expérience en banque et j'avais un jeu que j'aimais bien faire, c'était lire les bilans et les comptes de résultats et essayer de deviner le secteur d'activité dans des entreprises. Donc Ok. heureusement que cette passion m'est passée. Mais sinon, moi, ce que j'aimais bien, ce que j'aimais le plus, c'est que, en tant que banquier, c'est que j'avais des rendez-vous avec des dirigeants d'entreprise et moi, c'était leurs histoires, le fait qu'ils racontent des histoires, que c'est vraiment eux qui m'ont embarqué ensuite vers l'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'étais pas un bon banquier parce que moi, j'aurais accordé des prêts à tous les entrepreneurs et tous les dirigeants de boîte. Et ce qui fait que j'ai été 10 ans entrepreneur et ça m'a énormément aidé. Donc dès la sortie de mes études et notamment là ça s'entend pas sur le podcast mais je mesure à près d'1m90 et je chausse du 48. Donc j'avais créé un site qui s'appelait chaussures48.com et qui agrégeait toutes les chaussures 48 du web et et donc c'était un super projet. Donc en fait ce qu'on avait c'est des outils qui identifiaient des objets avec fort potentiel de vente et on créait comme ça des sites de niche, des sites thématiques enfin voilà, on était très orienté SEO déjà. Ouais. Et ouais, et on s'est pris une grosse pénalité
c'était des pénalités Panda à l'époque, ce qui a fait que l'entreprise du jour au lendemain, enfin en tout cas le site web du jour au lendemain, on le retrouvait plus, on était dans la sandbox de Google. Donc bref, c'était une chouette expérience. Donc voilà. Donc après, dans la suite de mon parcours, moi j'ai eu un passage rapide dans une grosse société d'assurance où je m'occupais de tout ce qui était web marketing des métiers de l'épargne et de la banque. Mhm. J'en ai profité pour faire une petite pause après, 6 mois de voyage en famille avec les enfants, Australie, Asie du Sud-Est. Et puis enfin, en retour, j'ai commencé chez Lucas, où j'ai commencé par m'occuper, en tout cas, être le premier marketeur de Lucas en tant que chargé de marketing. Très cool. Écoute, justement, on va voir un petit peu les différentes étapes après sur la suite de l'histoire. C'est parce que justement, on va parler hyper croissance et marketing et de ce que ça implique aussi pour le marketeur au quotidien dans sa carrière, parce que justement, entre le moment où tu étais le premier marketeur de la boîte et puis où tu en es aujourd'hui, il s'en est passé des choses. Tu l'as vécu chez Lucas, j'allais dire ces dernières années, une croissance très forte, d'abord autofinancée, puis après vous avez fait une première levée de 63 millions. Est-ce que tu peux revenir rapidement un petit peu justement sur cette aventure Lucas et comment toi tu as évolué ces dernières années? Wow, c'est long, hein. Je vais essayer d'être concis. Ça Voilà, va pas être en deux mots, évident. s'il te plaît. Déjà, la première, c'est que je suis arrivé chez Lucas, on était 40. J'étais le premier marketeur Ok. et un profil entrepreneur. Donc, moi, je suis pas très à l'aise avec les structures hiérarchiques traditionnelles. C'est vraiment des choses qui sont pas faites pour moi. Donc, le fait d'avoir les clés du market, c'était une super opportunité. Donc, quand tu arrives quand chargé de marketing, déjà, tu arrives, faut avoir beaucoup d'humilité et de voir comment est-ce que tu peux avoir de l'impact rapidement à budget réduit. Et donc, tu vois, d'un point de vue SEO, j'avais vu qu'il y avait un mot-clé sur lequel il y avait de la demande. Donc, les gens cherchaient le mot-clé logiciel congé. Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait chez Lucas? En fait, j'ai créé une stratégie SEO et j'ai fait du SEO à fond. Plus je faisais de SEO, plus ça générait de business. Donc, j'ai commencé vraiment par ça et puis aussi à bien m'entendre avec les sales. Ça, c'était un Mhm. peu la règle de base, à passer du temps avec eux parce que les sales, ils pensent que nous, on est bons, les marketeurs, à faire des PowerPoint ou à faire des salons, tu vois un peu le genre. Et Ouais, puis carrément. nos leads, ils les détestent. Voilà, évidemment. Les leads du marketing, ils sont tout le temps pourris, hein. Donc on a été Classique. boire des verres ensemble et puis on a essayé de s'aligner et ça a vraiment bien marché. On a créé une relation. En fait, moi j'aimais bien dire que les sales c'était nos clients et c'était canon. Et même j'aime bien raconter cette anecdote, c'est qu'un jour le directeur commercial il me fait non mais Chris là il y a trop de leads. Je fais, comment ça il y a trop de leads? Alors moi plus beau jour de ma vie si tu veux. Ouais. J'appelle tous mes potes marketeurs, tu vois, je leur dis non mais attends, on me dit il y a trop de leads. En fait, en creusant un peu, c'est que le directeur commercial de l'époque, lui, c'est que réaliser une démo, c'était un certain temps. Parce Ouais. qu'il voulait réaliser la démo parfaite. Et donc, s'il pouvait pas délivrer des démos parfaites, il pouvait pas optimiser ses taux et sa vente. Donc, tu vois, et donc, là, j'ai compris, en fait, l'importance de générer des leads qualité, de qualité et aussi de s'assurer que toute la chaîne de valeur, tu vois, soit optimale. Et donc c'est ça aussi. On s'est construit sur cette base-là, cette base de bonne entente. Voilà, ça a posé les bases, en tout cas, du début de la croissance de Lucas. Ok, très cool. Donc, première mission, chargé de marketing, c'est ce que tu dis. C'est ça. Et donc, au final, impact rapide, donc notamment par le SEO, et puis alignement avec les sales, quoi. C'est exactement ça. Et puis ensuite, après mon poste a un peu évolué vers responsable marketing et communication et très vite, on met en place l'inbound marketing. Alors moi, je suis hyper fan de l'inbound marketing, juste pour une chose, c'est que ça te rappelle les fondamentaux. Alors Mm. moi, le premier truc que j'ai fait, c'est les personas. Alors c'est chiant, tout le monde parle des personas tout le temps, il y a 1000 façons de le faire, mais c'est tellement important. C'est tellement, enfin, moi je suis capable de parler, tu vois, 1 heure dans une assemblée de RH. Ouais. J'ai appris à les connaître. Et puis c'est pareil là, le fait de parler avec toi, je sais qu'avec l'audience, je peux me permettre de sortir mon jargon de marketeur. C'est hyper, voilà. Et donc je me suis dit comme ça, je suis parti avec des fondamentaux qui m'ont aidé à construire la stratégie inbound. Notamment, je me suis dit moi les gens ils aiment pas les pubs. Je suis Ouais. parti de ce principe et on en a marre des techniques de vente agressive. Mais d'ailleurs maintenant, tu vois, quand tu vas sur YouTube, tu peux sauter ta publicité, même payer pour plus avoir de pub. Puis moi, Mm. je l'ai vu avec mes enfants qui regardaient koh. Mes enfants, quand ils regardaient koh en live, ils en pouvaient plus des publicités. Ils en Ouais. avaient ras-le-bol. Ils préféraient le regarder en replay. Et donc, c'est à partir de là, c'est de se dire, tiens, comment réussir à attirer l'attention, qui est très difficile auprès de notre audience, et de marquer les esprits. Et ce qui est top, c'est que l'inbound,
c'est magique pour ça. Parce que si tu produis des contenus à valeur ajoutée pour ton audience, bah, tu peux faire la publicité de tes contenus. Mm. Et ça a été la base de la stratégie d'acquisition de Lucas. Mais voilà, mais quand je t'offre un livre blanc que j'ai bossé, par contre, c'est que derrière, je m'assure qu'il apporte un maximum de valeur. Eh bien, c'est comme un cadeau. Et puis, si je t'offre un cadeau, après, par le principe de réciprocité, ben voilà, je vais pouvoir te demander d'autres choses. Et donc, cette stratégie inbound a cartonné. Et en parallèle, bah, tout ce qui est email marketing aussi. Derrière, on a fait des choses assez canon. Ok. Donc ça c'est la deuxième phase du coup. Tu deviens, tu l'as dit, responsable market et com. Du coup, il y a cette mise en place de la stratégie inbound qui est un petit peu plus du coup pas uniquement SEO on va dire, mais qui devient voilà, multicanal et puis différents formats de contenu qui se construisent. Il y a peut-être aussi l'équipe qui commence à se former. Et puis après, tu as une troisième phase du coup où vous arrivez sur cette j'allais dire un montant de première levée qui est énorme au final pour une première levée, mais parce que vous avez été longtemps autofinancé. Ouais, c'est ça, il y a la levée. Mais tu sais, la levée, quand elle est arrivée, on était prêt. Parce que Lucas, pour ça, Lucas, on met en place énormément de process. Mhm. Donc tout ce qui était recrutement, je dirais qu'on avait déjà des méthodes de recrutement assez avancées, qu'on a gardées assez longues, hein, assez fastidieuses, avec des tests techniques, avec des grands oraux, des systèmes de grands oraux pour les candidats. Et c'est comme ça que moi, derrière aussi, je m'étais déjà staffé. Moi, ce que j'avais fait un truc, les gens aujourd'hui, c'est marrant, ceux qui sont responsables aujourd'hui sont arrivés il y a 5-6 ans. Et j'avais recruté notamment Anaïs qui s'occupait du SEO. Mhm. Et moi je recrutais les gens dont j'avais l'expertise. Comme ça, pendant ce temps-là, ça me Ok. permettait à moi d'apprendre autre chose et d'embaucher quelqu'un avec cette nouvelle expertise que j'avais entre guillemets acquise. Et comme ça, bah, voilà, moi, ça me permettait de les manager et de les challenger. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé une équipe de base, et notamment bah, Céline. Je sais que tu as interviewé Mhm. Céline au départ, hein, Tout début, ouais. au tout début, exactement. Et je sais que Céline devait faire de la communication, mais finalement, elle s'est mise à produire du contenu parce que c'était la stratégie inbound qui était une stratégie plus proche du business qui portait le tout. Donc, quand est arrivé la levée de fonds, bah, nous, on était prêts à accélérer. Ok. Et qu'est-ce que ça a amené justement aussi pour toi cette levée du coup dans la suite de l'évolution de ton poste? Bah, alors déjà, c'est que la première chose, c'est quand tu parles des montants. Tu vois, par exemple, Ouais. avant, je disais 12 500 euros, hein, et maintenant, je dis 13K. Tu vois, Ouais. voilà ce que ça change. Et puis, il faut un petit temps d'adaptation sur les montants dépensés. T'as pas l'habitude. Tu Ouais. te retrouves avec 1,5 million, 1,4 million à dépenser, tu vois, la notion de valeur, elle est différente. Donc, tu as une petite pression. Donc, c'est beaucoup de questions. Tu te demandes, est-ce que ma strat est la bonne? Est-ce que si j'injecte plus de cash, ben, est-ce que je vais générer plus de business? Est-ce que Google Ads va continuer de performer si je lui envoie comme ça, d'un coup, des budgets plus significatifs? Et en fait, ce qui m'a énormément aidé, moi, c'était en fait, mes expériences financières m'ont apporté des réflexes. Bah voilà, tu vois, 1 euro investi, combien ça doit me rapporter? J'avais des dashboards hyper précis, c'est-à-dire que je savais en fonction de mon trafic quel était le taux de conversion de chaque étape du parcours de mon acheteur. Mhm. Donc, bah, une fois que tu as ça, bah, en fonction des différents canaux que tu utilises, bah, j'avais un business plan en fait marketing et je savais où j'allais. Ok. Et ça, c'était là. En fait, ça m'a rassuré de pouvoir m'appuyer sur les chiffres et aussi de pouvoir me dire à tout moment, j'arrête. C'est-à-dire que si mon coût d'acquisition est trop élevé, j'arrête et j'explique et je le dis. Donc voilà. Donc ça a été cette phase-là qui en tout cas, les budgets m'ont vraiment aidé. Et puis la deuxième chose que je me suis dit, c'était que c'est pas un sprint, une levée, c'est un marathon. Voilà. Tu vois, c'était de se dire. En plus, moi, j'étais passionné, tu vois, je fonçais, si tu veux. Moi, je suis plutôt de nature avoir une vision du market, je kiffe la culture Lucas, et donc, si tu veux, ce qui se passait, c'est que, comment dire, j'ai pas eu le temps de douter, Ok. vraiment. Et je me suis dit, là, Chris, t'as un nouveau rôle, c'est qu'il faut, vu que l'entreprise recrute beaucoup, eh ben, c'est aussi véhiculer la culture de Lucas et, et, et continuer avec cette passion. Ouais, j'allais dire justement par rapport à ça, quand on a une croissance comme celle-là, qu'est-ce que ça a en termes d'impact côté positif et négatif, tu le dis, parce qu'il y a beaucoup de recrutement, du coup, forcément, ça joue Ouais. sur la culture. Et puis l'évolution des attentes aussi, peut-être vis-à-vis du marketing.
sur ces sujets-là? Bah, l'évolution des attentes, tu sais, elle est effectivement, tu commences à te dire bah, déjà les volumes, donc cette attente de volume, et après, moi là où ça a été un peu plus dur, c'est que bah, le périmètre a augmenté et je devais passer d'un manager doers à un manager et tout en étant passionné. Et c'est là où moi, j'ai pas réussi un truc au sein de mes équipes, c'est que j'ai pas réussi à les embarquer. Euh, En gros, je pense que j'étais trop passionné. Pour donner un exemple, je pensais qu'en management, on pouvait changer les gens et que moi, je pouvais embarquer les personnes dans la même dynamique que moi. Mmh. Tu sais, avec moi j'avais une vision qui était très claire, certes orientée business, et en fait, bah, j'ai eu des relations difficiles avec des gens qui avaient leur propre personnalité aussi. Et donc, ce qui fait que je me suis retrouvé avec des avis d'homologues qui étaient pas bons, quoi. Et on disait de moi que j'étais une personne qui était politique, qui avait des ambitions personnelles, qui avait pas une bonne posture, alors que moi, je me considérais comme un pirate de la croissance, si tu veux. Ouais. Et, euh, et puis j'avais des bons chiffres. Donc et puis chez Lucas au début, quand j'y étais, on me laissait faire ce côté, tu sais, un entrepreneur enthousiaste, passionné, fonceur. Ouais. Voilà. Donc après j'étais visible, donc c'est sûr que forcément j'étais critiqué. Et Mmh. donc ce qui s'est passé, c'est que bah j'ai pas eu le poste de CMO et j'ai failli me faire virer. Alors que mes chiffres étaient plutôt bons. Et là, tu vois, c'était un moment hyper important dans ma vie pro, où tu rentres dans une phase un peu de dépression, tu vois. Tu Ouais. comprends pas ce qui t'arrive, et t'es un peu en colère. Et donc là, moi, j'ai fait le constat, c'est que j'étais face à une montagne, tu vois, une montagne à gravir. Et puis, face à cette montagne, tu sais, il y avait un petit chemin de traverse pour le contourner. Et je savais qu'il fallait que je fasse un choix. En fait, j'ai décidé d'attaquer la montagne, d'attaquer la difficulté. Et, euh, et donc d'essayer de passer cette étape difficile pour moi. Et, euh, et c'est là que j'ai appris sur moi, tu vois. Le plaisir, il n'était pas d'arriver en haut de la montagne, c'était de gravir toutes ces étapes compliquées, tu vois. Et, Mmh. euh, et en gros, là, c'est peut-être une des premières fois dans ma vie où j'ai embrassé la difficulté. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit que le problème, c'était moi. Ouais. Et, euh, et ça m'a fait me remettre en question et ça a vraiment changé ma vie pro après. J'ai appris en fait à ne plus faire d'affaires personnelles du marketing chez Lucas. Parce que moi, j'étais le responsable, je me sentais responsable des chiffres. En gros, si les chiffres n'allaient pas, c'était de ma faute. Tu vois, Mmh. c'était moi. Et, euh, et là, bah, j'ai appris à lâcher prise. Et étonnamment, en lâchant prise, je suis devenu encore un meilleur marketeur. Je suis hyper organisé. Niveau management, bah, j'ai appris et je suis beaucoup plus efficace qu'avant. Et en fait, prendre du recul, bah, ça m'a permis de devenir une meilleure version de moi-même. Mais ça a été une étape hyper difficile qui est liée à la croissance des boîtes. Et je sais que certains marketeurs, quand leur entreprise lève des fonds, partent, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de témoignages de ce type. Et donc, bah, voilà, j'ai essayé de me, de me battre pour passer cette étape. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que, enfin, ce que tu dis, que t'en parlais au début, tu l'as dit avec plein de passion, donc c'est l'aspect un peu excitant. T'es le premier marketeur, en plus, il y a plein de choses à mettre en place, les choses se construisent, et puis après, t'as cette phase d'accélération, et puis ça doit être un peu grisant dans un certain sens quand on en parle, parce que du coup, tu vois l'impact, et puis tu vois que ça marche, quoi. Tout à Et fait. puis d'un autre côté, ça vient avec plein de challenges, parce que t'as le management, t'as les recrutements, t'as des choses sur lesquelles qui sont au final plus du marketing, c'est des compétences qu'on apprend pas, enfin qu'on nous apprend pas Tout à fait. quand on apprend le market. Et au final, cet aspect management, managérial et tout, c'est c'est quelque chose qui est aussi au final c'est une évolution supplémentaire quoi. Ouais, c'est exactement. Et c'est vrai qu'on on t'apprend pas à manager. Voilà, t'es un peu lâché et tu fais avec tes armes. Et puis tu te dis qu'avec les chiffres, toutes les portes te seront ouvertes, mais pas forcément. Et tu dois comprendre des choses. Et puis moi, ce que j'ai appris, il y a ce que j'ai appris en management, c'était euh, bah, une formule qui marche tout le temps pour moi, c'est que performance égale motivation plus compétence. Chaque individu est performant s'il est motivé et il est compétent. La motivation, je la résume en deux points. La rémunération et la Ouais. reconnaissance. Voilà.
hyper important la reconnaissance. Et on a la chance chez Lucas aussi d'avoir une rémunération qui est une bonne rémunération. Vous avez Et une culture deuxième, particulière en plus, pardon, je te coupe, mais vous avez une oui, culture RH très particulière en plus par rapport à ça. ouais, on a la transparence des salaires. Ça, c'est vrai. Donc, et encore aujourd'hui, hein, enfin, avec la taille de l'entreprise, on a réussi à garder ça. C'est qu'on connaît les salaires de tout le monde. Euh, et au bout de 3 ans, tu peux décider de ton salaire. Ok. Ouais, Ça, c'est un truc, tu vois. Quand je disais qu'en plus j'avais beaucoup regardé, donc effectivement, je regardais un petit peu les questions autour de ça, quoi, et que vous avez, parce que je trouve ça en même temps, enfin, c'est un peu un ovni quand même aussi cet aspect-là en France, surtout, enfin, surtout en France, tu vois, où c'est toujours un aspect, les salaires, c'est quand même, oui, on n'en parle pas trop, même entre personnes d'autres boîtes, tu vois. Dans la communauté, quand on a lancé, c'était une des premières questions que les gens se sont posées parce qu'en fait, c'était les entretiens annuels, mais vous en êtes tout, comment, tu vois. Puis du coup, j'ai créé une espèce d'enquête de formulaire, mais ça reste anonyme quand même si on en a parlé un petit peu comme ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est quand même un sujet un peu tabou, mais du coup, de voir ça, c'est quand même, comme tu le dis, de décider de son salaire, au final, c'est quand même une mécanique qui est super intéressante. Enfin bon, bref, faudrait le creuser dans tout un épisode et ce serait plus un podcast RH, mais en tout cas, c'est une culture qui est particulière. ouais, tout à fait. Mais après, quand tu la vis, ça te paraît normal. Puis au final, Ouais. quand tu es dans une boîte, tu connais vite les salaires de tes homologues. Donc bah là, c'est public. Et au final, il y a une grille de salaire. Donc Ouais. ça t'aide aussi à te positionner et puis à envisager tes évolutions de salaire. Après, il n'y a pas que le salaire. Donc ça, c'est la Mm. partie motivation. Et tu as aussi la partie compétences. Donc dans les compétences, tu as tout ce qui est formation. Et moi, ce que j'adore, c'est tout ce qui est apprentissage. J'adore apprendre Mm. et retransmettre. Parce que quand même, je moi, je me souviens encore, pour préparer mes exposés, j'étais obligé d'aller à la bibliothèque en espérant qu'il y ait le bon livre d'histoire. Ouais. Tu vois? Et là, avec l'arrivée d'Internet, le savoir, il est partout. Il est hyper accessible. Et notamment, aussi, une autre chose, c'est que tu as même si tu veux, je sais pas si tu connais un site, je crois que c'est Coursera, tu peux passer des modules d'université du monde entier et tu peux même acheter le module et mettre sur ton CV. C'est-à-dire que tu peux te construire ton CV et avoir un master marketing dans d'une grande école de commerce. Donc bref, moi j'adore apprendre, je vais beaucoup sur YouTube et après, bah voilà, transmettre. Et je me considère comme un auto-apprenant. Ouais. Et j'essaye de retransmettre ça aussi à mes équipes, cette envie d'apprendre. Et donc ouais, ça c'est une formule qui marche bien. Et aussi, tu sais te dire quand quelqu'un est pas performant, qu'est-ce qui se passe? C'est la motivation ou c'est la compétence? En fait, je pars du principe que chaque collaborateur a une bonne intention, a une intention Mm. positive pour Lucas et pour le business et qui veut bien faire, et que si ça va pas, c'est un des deux leviers, tu vois. Et ça m'aide à creuser. Et très souvent, une formation, un accompagnement, etc. Hop, et ça permet de revenir à la performance. Et après, pour suivre cette performance, moi, je suis un grand fan des OKR. Ouais. Alors, ouais, les OKR, c'est les Objective and Key Result. Euh, En gros, c'est concrètement, c'est que on définit avec le collaborateur un objectif et par exemple un objectif à un potentiel de lead. Et on va dire, si tu as, tant de leads, tu es à 100%. Si tu es en dessous, 75. Si tu es au-dessus, à 125. Et on va mettre une pondération 10, par exemple. Et puis à côté, il y a un autre projet. Tiens, un autre exemple, il y a un projet de préparation d'une campagne. Donc ça, c'est un second objectif. Et on va dire, allez, 75% de l'objectif, tu as consulté les commerciaux, 100% tu as consulté l'équipe content, et 125%, tu as fait une présentation de ta campagne. Et ça, tu mets une pondération de 1. Donc là, ce qui est génial, c'est que tu dis à ton collaborateur, bah, tu connais, tu sais quelles sont tes missions sur le trimestre. Mm. D'accord? Donc bah, déjà, on est aligné. Et en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu peux avoir des éléments quanti et quali. Et dans la définition de ces objectifs, c'est que il faut que ces objectifs servent l'objectif de l'entreprise, l'enjeu de l'entreprise. Mm. Et donc, c'est de manière très concrète, les OKR te permettent de faire un lien entre la stratégie de l'entreprise et les objectifs opérationnels. Et si toutes tes équipes, quand tu as 13 personnes, travaillent pour ce grand enjeu, tu sais que tu vas dans la bonne direction. Tu sais que les messages sont clairs et sont simples. Et sont simples. Et c'est ça un alignement pour moi entre la stratégie et l'opérationnel. Les OKR, c'est un super, super outil que j'utilise à fond. Ok. Ouais, du coup, c'est marrant parce que du coup, tu disais qu'effectivement, cette évolution managériale et tout, dans les relations, c'était quelque chose qui avait été compliqué. Puis au final, on voit que t'es arrivé à quelque chose de très structuré, quoi. Complètement, Mm. complètement. Et t'as pas le choix.
T'as pas le choix parce qu'on te demande tout le temps de rendre des comptes et puis les objectifs, l'alignement des objectifs, c'est aussi pour moi une manière de suivre. Quand je fais mes one-one avec les équipes, bah tiens, Ouais, on en est où dans les objectifs? Qu'est-ce qui va pas? Et ça me donne encore la souplesse, l'agilité d'agir rapidement. Ok, ouais. déficit de lead, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je suis pas obligé d'attendre la fin du trimestre. Ok, toi dans ton équipe, tel canal, ça va pas. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Hmm. Et là, l'action, elle est tout de suite. Et c'est une autre culture que j'ai mis en place chez Lucas, c'est la culture de l'échec. Tous les mardis, on a le super mardi. Et pendant 30 minutes, chaque personne de mon équipe vient raconter un succès et un échec. Et Ok. je valorise les échecs. On valorise à fond. Parce que si tu échoues, ça veut dire que tu as testé des nouvelles choses. Et nous, il faut impérativement qu'on reste innovant. Et je peux te dire, il y a des sujets, mais quand tu fais une erreur à 10 000 à 15 000 euros, tu viens l'annoncer en super mardi, bah, bah, c'est un sujet qui aurait pu rester sous le tapis et qui revient. Et pourquoi? Ouais. On essaye de comprendre et puis après on s'ajuste en mettant des standards. Et ça, c'est super. Elle est top cette culture dans le métier de marketeur de garder aussi ce côté créatif. Ouais, mais l'échec c'est pas grave en fait. Enfin, moi c'est ce que je dis aussi. Des fois tu tentes des trucs, ça marche pas. Par contre, quand il faut être capable de se poser la question de pourquoi ça a pas marché et qu'est-ce que tu peux faire pour l'améliorer et que ça marche la fois d'après. Mais du coup, si quand tu testes des choses, il y a forcément des moments où tu vas rater quoi. Ce qui est important, c'est d'être Exactement. capable d'avoir cette honnêteté par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu l'avais fait, et puis l'analyse que tu es capable d'en faire derrière, quoi. Et puis même, c'est d'échouer vite pour vite rebondir. Plus t'échoues vite, plus t'apprends, plus tu réagis. Yes. Super intéressant. Et du coup, tant qu'on est dans cette culture, qu'on parle de la culture de l'échec, c'est vrai qu'on parle beaucoup de bonnes pratiques sur les podcasts, dans les contenus marketing, et du coup, moi, j'aime bien poser toujours la question un petit peu des challenges. C'est quoi tes gros sujets du moment? Alors, de manière très opérationnelle, moi, ça va être la roadmap 2025, c'est-à-dire que notamment du premier semestre. Quand je suis arrivé, quand on était 40, quand tu prépares une campagne, bah, tu l'as préparée pour dans une semaine. Et maintenant, ça prend 6 mois, parce qu'on est quand même Mhm. 40 au total au marketing. Donc, il faut anticiper dès maintenant 2025. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va s'appuyer sur tous nos taux de conversion de nos différents canaux en fonction de nos budgets et de voir ce qu'on pourrait envisager comme potentielle génération de potentiel business sur sur l'année, le premier semestre 2025. Mais d'ailleurs, j'ai un fichier comme ça et moi que je veux bien partager à ton audience. C'est-à-dire que j'ai recensé les taux de conversion à chaque étape du parcours d'achat de mes prospects Mhm. avec un mini business plan. Donc, c'est un fichier Excel vierge sur lequel, en fait, chacun peut construire un potentiel business plan et puis aller voir son DAF ou d'aller voir son boss pour aller négocier un petit peu de budget. En tout cas, ils peuvent venir me demander sur LinkedIn, me demander en contact. Ça sera avec grand plaisir pour leur partager. Ok. Parce que moi, ça m'a bien aidé cette logique financière dans mon parcours. Donc voilà, donc c'est ça mon premier défi. Mon deuxième, bah, c'est de se préparer à l'avenir du SEO. Hein. Ouais. Bah oui, ça y est, Google, c'est plus un moteur de recherche, c'est un moteur de réponse. Et maintenant, le trafic, il va le garder sur sa plateforme, bah, ce qui veut dire potentiellement moins de trafic sur d'autres, sur les sites, hein, sur Mhm. nos sites à nous. Et tout ça avec Bard, hein, et c'est IA qui va t'amener des réponses toutes faites. Donc, il faut qu'on se prépare à ça, notamment avec voilà tout ce qui est enrichissement de nos contenus, avec des vidéos, tout ce qui est SGE. Ouais. Donc ça, c'est notre deuxième point. Et le troisième, c'est l'utilisation de l'IA. J'ai entendu cette métaphore que j'adore. Aujourd'hui, si tu n'utilises pas l'IA, c'est comme si tu utilisais ton ordinateur sans souris. Ouais. Et donc l'idée, c'est l'utiliser pour trouver des usages, nous, en tant que marketeurs. Tu vois, il y a vraiment pas mal de choses à utiliser. Moi, je l'utilise énormément. J'encourage mes équipes à l'utiliser. Tout ce travail d'évangélisation à faire qui est pour moi primordial et qui va, en fait, s'aligner avec la stratégie que j'aimerais mettre en place, qui est d'automatiser la personnalisation. Tu vois, l'inbound te permet de le Mhm. faire avec des segments, mais là, d'essayer de passer au cran supérieur grâce à l'IA et je cherche toujours des usages pour avancer dans ce sens. Ouais, c'est clair. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Enfin, il y a un paquet d'équipes marketing, effectivement, qui se posent la question de comment est-ce que tu intègres ça, qu'est-ce que tu peux en Ouais, tirer. Enfin, le sujet, il est un peu compliqué parce qu'en même temps, c'est ce qu'on dit toujours. Un outil, c'est utile quand tu as une stratégie, enfin, quand tu as un but ouais, derrière et que tu
tu sais ce que tu veux en faire et quoi en tirer. Parce que là, pour l'instant, on découvre un petit peu justement tous les cas d'usage qu'on pourrait avoir. Donc, peut-être on voit plein, ils disent, ah bah, je vais utiliser l'IA pour ci, pour ça, pour ça. Et puis en fait, bon, à la fin, c'est, oui, pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est vraiment utile? Enfin bon, pas mettre l'outil avant la stratégie, mais c'est clair que les potentiels, ils sont énormes, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un super assistant. C'est Mm. ton assistant personnel. Tu veux écrire un courrier, tu veux écrire un mail, tu veux mettre un ton, ou tu veux même lui poser des questions sur plein de sujets, le challenger enfin voilà, sur pas mal de choses. C'est assez puissant. Ouais, c'est clair. Moi, tu vois, moi hier, j'ai une conversation même, Oui, tu vois, où des fois, j'utilise juste pour me clarifier la tête. Tu oui. vois, c'est alors attends, je suis dans tel objectif, je cherche à faire ça pour telle cible, tel machin. J'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah tiens, tac 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 tac. Qu'est-ce que tu pourrais aller chercher pour améliorer? Qu'est-ce que c'est ne Ouais. serait-ce que pour ça, challenger tout seul, c'est pour brainstormer quoi. Moi, j'ai une anecdote. J'avais laissé mon ordi ouvert et ma fille est venue discuter avec ChatGPT. Elle lui a posé des questions. Elle a fini par lui dire, tu es gentille. J'ai bien aimé. Elle l'a genré. Et elle lui a dit, fais-moi une blague. Et, et ma fille répond, je comprends pas. Et là, ChatGPT explique. Explique sa blague. Ouais. Explique ça. Et ma fille répond, une bonne blague, normalement, ça s'explique pas. Ouais, c'est ouais, énorme. C'est trop ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Moi aussi, je suis particulièrement poli avec l'IA, parce qu'on sait jamais si un jour ça prend des contrôles. Ils se rappelleront que moi j'étais sympa, quoi. Euh, Trop cool. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout ce que tu as livré un petit peu sur le podcast, Chris. Si tu devais résumer notre échange, c'est quoi l'enseignement, le conseil que tu retiendrais, j'allais dire de ce qu'on s'est dit, mais en même temps de cette expérience, quoi, que tu as vécue? Ben moi, je dirais que ça rejoint un peu le retour de ce qui m'est arrivé personnellement, c'est d'essayer d'aller chercher l'opportunité dans chaque difficulté. Et cette opportunité, c'est quoi? C'est d'apprendre quelque chose, d'apprendre sur soi et d'étendre sa zone de confort. Donc ça serait vraiment ça, c'est d'essayer de trouver du plaisir dans la complexité. Et parce que moi j'aime bien cette phrase, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et voilà un peu comment je conclurai sur ce podcast. Très cool. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout, Chris. Donc tu l'as dit, bon, on peut te contacter sur LinkedIn, d'autant que tu as ce fichier aussi qui peut aider. Donc n'hésitez pas à aller ajouter Chris. Encore une fois, merci pour tout. Et puis bah du coup, moi maintenant, il me reste à te souhaiter une bonne journée. Merci, à très bientôt. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.